Jean d'Ormesson, bonjour. Bonjour. Vous signez le guide des égarés chez Gallimard. Si on fait le compte, ça fait 60 ans que vous publiez. Ça paraît vertigineux, pour vous aussi. Mon Dieu, bien sûr, le pire, Hum. c'est que j'ai commencé très tard à écrire. Je n'ai pas du tout écrit à 17 ans comme Sagan. J'ai écrit très tard. Et donc, j'ai 60 ans de vie littéraire et peut-être 25 ans avant où je n'avais rien écrit. Vous êtes l'homme à qui on demande tellement de conseils aujourd'hui. On vous traite vraiment comme un trésor national. On en parlera tout à l'heure. Un conseil que vous m'aviez donné très tôt, c'est tirer vers le haut. Oui, vous savez, peut-être, il y a beaucoup de gens qui ont exercé une grande influence sur moi. Aragon, Paul Morand, Chateaubriand. Je crois que celle qui m'a appris une espèce de hauteur, je dirais que c'est Marguerite Yourcenar. L'idée de Marguerite Yourcenar était cette idée de service pour monter un peu les choses. Elle n'était pas très drôle, hein. Vous le dites vous-même, vous dites, même dans son écriture, elle n'était pas très drôle, ce qui est rare pour un grand écrivain. Oui. Non, elle avait un caractère très difficile, d'abord, et ensuite, elle est à peu près dénuée d'humour, ce qui est rare pour un grand écrivain. Hugo est très, très amusant, Chateaubriand est très amusant, Proust est, à mon sens, un auteur comique, et je ne sais plus qui disait avec beaucoup de justesse que probablement Kafka était un auteur comique, parce que cette histoire d'individu qui se transforme en coléoptère, évidemment, ça relève de la comédie. Et vous êtes amusant, Jean d'Ormesson, ça fait partie de la marque de fabrique dans ce guide des égarés, 60 ans de publication. On a l'impression que tout s'est épuré, hein. Alors, les grands thèmes, le temps, l'amour, la mort, Dieu et le style, un style superbe où vraiment tout s'est concentré. C'est difficile d'écrire comme ça. Oui, bien sûr, vous connaissez tous la formule de Madame de Sévigné, qui, après avoir écrit une longue lettre, dit « Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire plus court. » Faire court demande un travail considérable. Et ce petit livre, évidemment, est un livre de gaieté. Vous savez, je passe souvent pour un écrivain du bonheur. Je sais très bien que ce monde est triste, ce monde est difficile, ce monde est dur. On est malade, on a des chagrins d'amour, on a des ambitions non remplies, mais il faut être gai malgré tout, il faut être gai. Il y a un mot allemand de Goethe que j'aime tellement, je parle un peu allemand, c'est « Wie es auch sei, das Leben ist gut ». Quelle qu'elle soit, la vie est belle. Il y a une page superbe dans le guide des égarés, par exemple, quand Chateaubriand, vieux monsieur, rencontre Rachel, comédienne superbe qui a 17 ans. Hein. Oui, c'est merveilleux. Rachel est en train de triompher, 17 ans. Elle est en train de triompher dans Bérénice ou dans Phèdre, je ne sais plus, dans Esther. Et je sais même, c'est à l'occasion d'une fête donnée par Juliette Récamier pour les inondations de Lyon, une fête de bienfaisance. Et Chateaubriand n'est déjà pas tout jeune, hein, il a déjà il a plus de 75 ans, et il voit la jeune Rachel, qui n'était pas très très belle, mais qui était plus que belle, et il clopine jusqu'à elle, et il lui dit « Quel malheur, mademoiselle, de voir une chose si belle quand on va mourir !» Et Rachel, 17 ans, lui répond « Mais monsieur le vicomte, il y a des hommes qui ne meurent pas. » C'est quand même épatant. Vous savez, les gens avaient du talent à cette époque-là. Ça vous arrive, ça? Vous avez un grand passé de séducteur quand vous voyez, quand vous voyez des jeunes femmes aujourd'hui, de dire d'être Chateaubriand? Oui, vous savez, il y a aussi Woody Allen, à qui on dit « Mais vous courez encore après les femmes ?» Il dit « Oui, mais j'ai oublié pourquoi. »
Vous n'avez rien oublié, Jean d'Ormesson. Aujourd'hui, vous donnez cette image d'homme assagi. On va parler un peu des métamorphoses de Jean d'Ormesson. Il y a eu plusieurs, comme Picasso, hein, il y a eu des périodes. Alors, il y a le Guide des Égarés aujourd'hui. Du côté de chez Jean, c'est une autre époque, même en photo. Quand on regarde la photographie, vous avez beaucoup changé dans oui. l'attitude. Qu'est-ce que vous êtes poseur à cette époque-là? Regardez ça, c'est extraordinaire. Vous avez absolument raison. Souvent, on me passe dans les émissions, on me voit avec des groupes et du Maillet, qui étaient vos prédécesseurs il y a 40 ans ou plus. Et je trouve que je suis odieux. Je suis odieux, je suis probablement intimidé, et alors j'en rajoute, et je suis un peu poseur, sûrement, un peu arrogant et poseur. Je ne crois pas que vous étiez odieux, mais vous étiez un peu un autre. Hein, quand on lit justement du côté de chez Jean, vous faites l'éloge, par exemple, de l'argent. Vous dites l'argent, la bonne mine, la célébrité, promesse de bonheur. Et vous provoquez comme ça, hein, ça énervait beaucoup les critiques de l'époque. Écoutez, il y en a un qui avait dit c'est dégoûtant. Vous vous souvenez de ça? Oui, je m'en rappelle. Vous savez, et il y avait, je crois, dans ce livre, une formule que je ne relis pas tout à fait aujourd'hui. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Je crois que c'est assez vrai. Ça, c'était le Jean d'Ormesson, beaucoup plus jouisseur. C'est l'image qu'on en avait, hein, un peu provoquant, un peu monsieur de droite. Provoquer, oui. Vous avez aimé provoquer? Oui, j'aimais provoquer. Ouais. Vous avez changé? Écoutez, j'ai changé, mais pas tellement. Quelquefois, on me dit, vous étiez terriblement à droite, vous êtes moins à droite aujourd'hui. Je ne crois pas que j'ai beaucoup changé. Vous savez ce qui a changé? C'est autour de moi. Je ne sais pas quelle est la situation en Suisse, mais en France, il est tout à fait clair que l'ensemble des Français a glissé vers la droite, que le Parti socialiste lui-même a glissé vers la droite, que Hollande lui-même, c'est même son grand problème, a glissé vers la droite. Entre le discours du Bourget et Macron, ministre de l'économie, il y a un grand écart, vous savez. Alors, ce n'est pas tellement moi qui ai bougé que le monde autour de moi. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il me semble que je suis maintenant dépassé sur ma droite par mes anciens amis de gauche. Cet été, Le Monde vous a consacré toute une série. Alors, c'était un peu surprenant. Vous avez toujours eu ce côté « j'avance masqué hein, », comme Descartes, Larvatus Prodeo. Larvatus Prodeo. La vie privée, donner votre vie privée, c'était pas votre fort. C'était pas mon affaire. J'aurais peut-être dû conserver cette idée. Même ceux qui vous connaissent bien ont découvert des choses. Par exemple, l'anecdote de l'insolent que vous avez giflé, ça paraît tellement loin de vous, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. C'était un jeune écrivain qui m'envoie un livre, de lui, avec des sentiments éperdus d'admiration. Et puis, je suis dans une réunion quelconque, je ne sais plus où, et il était là, et je l'entends qui me parle de ce que j'écris avec beaucoup de dédain. Et je vais quand même vers lui et je lui dis, mais vous avez tout à fait le droit d'avoir ces opinions, mais pourquoi m'avez-vous envoyé une dédicace où vous me disiez votre admiration est perdue? Et pris de court, il me répond, je crois que c'était pour vous déplaire et par insolence à votre égard. Je dis par insolence à mon égard, je vais flanquer une claque. C'est absurde, je n'aurais pas dû faire ça, mais c'était amusant. Et alors, ce qu'il y a eu d'amusant, c'est que moi, je n'en parlais jamais, mais lui se répandait dans Paris en disant « j'ai été giflé par Jean d'Ormesson ». D'ailleurs, il y a un livre qui a paru récemment, dont je peux parler parce qu'il n'a eu aucun succès, qui était un livre non pas de gauche, mais d'extrême droite, qui était « Suffit-il de gifler Jean d'Ormesson pour sauver la littérature française ?» Eh bien, la réponse est non. Quelques photos qui rappellent d'autres époques de Jean d'Ormesson. Celle-ci, c'est votre bureau. Tous ceux qui sont allés chez vous ont vu à quel point c'est désordonné. Et ça révèle toujours un personnage hein, quand on va chez quelqu'un. Alors, vous avez eu plusieurs bureaux dans votre vie, à l'UNESCO, au Figaro, etc. Quel désordre hein. Vous savez comment on dit en Suisse? On dit quel chenille. Quel chenille. Ah là, il y a un sacré chenille chez vous. Hein. Il y a un trait commun.
c'est qu'à l'UNESCO, au Figaro et chez moi, c'est le même désordre. Ah. Alors, je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas le seul. Il y avait un philosophe français que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jean Val. C'était pire chez Jean Val que chez moi. Il y avait un homme que j'ai beaucoup admiré qui était Dumézil. Alors, Dumézil, c'était invraisemblable. Qu'est-ce que ça révèle de vous? Oh, des choses très inquiétantes. Ça révèle quand même un certain goût du désordre, une espèce de paresse. Ranger me paraît toujours horriblement difficile. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que dès que je range, je perds. Entre ranger et égarer, c'est une différence de mots, c'est la même chose. Tandis que dans ce sacré désordre, je retrouvais ce que je cherchais. Vous êtes dans le monde, Jean d'Ormesson. Les journaux, les livres, on les voit là, les rendez-vous, les dîners, les déjeuners avec les politiques, avec les journalistes. Vous n'avez jamais été moine, hein, vous n'êtes jamais sorti du monde. Vous avez eu les deux carrières, l'écriture et la vie. C'est très intéressant parce que dans les 12 articles, 12 pages du Monde qui m'ont été consacrées. Ça vous a fait jubiler, ça on sent ça. Hein. Oui, ça vous a énervé et ça vous a jubilé. Ça m'a amusé. Il y a des inexactitudes dans les articles, mais enfin ça a amusé. Dans ces articles, on rappelle que j'étais mondain. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été mondain. Mais évidemment, j'ai changé beaucoup. Là, vous savez, je ne sors plus du tout. Un cocktail, je ne vais plus jamais dans un cocktail, je ne vais plus jamais dans un dîner. Maintenant, je n'ai presque plus qu'une seule idée, c'est de finir encore un livre, ou deux, peut-être au maximum. Le monde, au sens grand siècle, c'est la vie tout simplement, hein, la vie politique, la vie sociale, etc. Elle vous passionne, la vie politique. Il y a peu d'hommes qui ont été aussi au cœur de la vie politique. Aujourd'hui, c'est la bataille politique. Hein. Un Sarkozy, aujourd'hui, vous l'avez tellement observé, vous l'avez portraituré. Vous aviez fait la comparaison frappante avec Bonaparte. Oui, vous vous souvenez? J'avais appelé Sarkozy Bonaparte sur le pont de I. Aujourd'hui, Sarkozy-Bonaparte a l'air fatigué, c'est votre impression? D'abord, je voudrais vous dire que l'idée de faire de la politique ne m'a jamais traversé. Je ne peux pas faire de politique. Dès que je parle à l'adversaire, j'ai la tentation de croire que ses idées sont meilleures que les miennes. On ne peut pas faire de politique dans ces conditions-là. Mais le spectacle politique m'a passionné. J'ai été très, très longtemps journaliste. Et en effet, j'avais beaucoup d'affection pour Sarkozy, qui était maire de Neuilly. J'habite Neuilly, donc je le connaissais. C'était un homme dont je suis ami, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, enfin tout ce que vous savez, l'énergie. Alors maintenant, il est dans une situation difficile, c'est vrai. Il me semble qu'on a été injuste avec lui. On lui a reproché beaucoup de n'avoir rien fait pendant son quinquennat. Vous vous rappelez qu'on disait qu'il est terriblement actif, il fait trop de choses. Maintenant, on dit qu'il n'en a pas fait assez. On lui a beaucoup reproché un mot quand il a voulu détruire la racaille des banlieues au Karcher. J'ai entendu hier ou avant-hier un député socialiste dire il faut se débarrasser de cette racaille. Alors, je ne vois pas pourquoi on reprocherait le mot racaille à Sarkozy quand la gauche l'emploie. Il y a à beaucoup d'égards, on a été injuste avec lui. Ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, Juppé, qui est un homme remarquable aussi, est loin devant Sarkozy. Juppé sera élu? Actuellement, Juppé est élu. Mais vous savez, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi lui, vous qui avez observé tellement de présidents, pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui répond à la France de maintenant? Alors, je vais vous dire, il y a eu l'autre jour à la télévision un débat entre les 7 personnages, les 7 candidats que vous connaissez.
Et je me suis un peu ennuyé en les écoutant. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était d'un bon niveau. Comparé à Trump, Clinton, Ouais. c'est beaucoup mieux. Et Juppé est un homme remarquable, très intelligent, que j'aime beaucoup. Je suis lié avec Juppé aussi. C'est pas de ma faute si je suis lié avec Sarkozy, avec Juppé, et d'ailleurs avec Mitterrand. Et avec... Ce côté si raisonnable, si rassurant de Juppé, Voilà. Il y a un côté ça fera la raisonnable et différence. rassurant, et un côté peut-être... moi, ce qui m'inquiète un peu chez Juppé, c'est l'alliance avec le centre. Je ne suis pas très centriste, vous savez. Un petit côté vintage, disent certains. Hein. Il ressemble à Chirac, peut-être une nostalgie de... Comment il ressemble terriblement à Chirac. Il va faire du Chirac. Ah. Et C'est-à-dire ne rien faire. alors, caricaturons carrément. Je suis naturellement pour Juppé ou pour Sarkozy. Caricaturons. Juppé ne fera rien, il fera quelque chose entre Chirac et Hollande. Ah. Il sera une espèce de Hollande de gauche allié à Bayrou. Sarkozy sera agité comme toujours, excessif. Voilà, vous avez le choix entre un condottière qui est en mauvaise situation aujourd'hui et un homme qui rassure sans peut-être enthousiasmer. Il ne s'enthousiasme pas lui-même. Trop désabusé, Juppé. Peut-être d'abord, c'est un homme d'expérience. On dit il faut des hommes nouveaux. Alors Sarkozy n'est pas un homme nouveau, puisqu'il était président de la République, mais Juppé n'est pas vraiment un homme nouveau non plus, puisqu'il était au pouvoir en 1995. Et vous êtes un libéral pur jus, homme de droite libéral, n'avez jamais eu de tentation vers ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme ou le nationalisme. Mais vous voyez aujourd'hui en Europe ou ailleurs, hein, Trump, Marine Le Pen, etc. Oui. Vous comprenez cette espèce de réaction de l'Occident, nationaliste? Oui, bien sûr que je la comprends. D'où est-ce que ça vient? Bien sûr que je la comprends. Ça vient d'abord d'une espèce de désespoir des Français. N'exagérons pas. La France va mal, elle va très mal. Mais à côté de la Syrie, de la Libye, du Yémen, de la Colombie, c'est encore un rêve. Mais c'est vrai que le quinquennat de Hollande, qui est un homme très amusant, très charmant, est une catastrophe. Donc il y a des gens qui vont vers les extrêmes. Ils vont vers Mélenchon et ils vont vers Marine Le Pen. Je suis très contre le Front National. Pourquoi? Parce que le Front National veut quitter l'Europe. Je suis pour l'Europe, qui est dans un état pitoyable, qui est dans un état bien plus mauvais que la France elle-même. Et elle veut quitter l'euro, et je crois que le retour en France serait une catastrophe encore plus grande. Mais rejeter, comme on le fait, les électeurs du Front National, c'est quand même bizarre dans une démocratie. Ils sont 30%. François Hollande, une photo qui rappelle ce moment extraordinaire, il vous a décoré, hein, plus haut grade, je crois, de la Légion d'honneur. Alors, vous avez aussi parfois des gentillesses, parfois des vacheries terribles sur lui. Parmi les notations, ce que vous avez dit, voilà, il se regarde faire. Hein. Je crois que c'est le chevalier de Méré qui avait l'habitude de se regarder de l'extérieur. Il y a ça dans Baudelaire aussi. Ces gens qui se regardent de l'extérieur. C'est tellement vrai ce que vous dites. C'est un homme qui se commente lui-même, ce qui est consternant. Et alors, ce petit livre, vous savez ce qu'il illustre? Si vous voulez qu'on fasse un peu de littérature, il y a un grand écrivain français qui s'appelle La Rochefoucauld. Et le thème de La Rochefoucauld, c'est l'amour-propre. L'amour-propre, c'est-à-dire l'amour de soi-même. Et il dit que les gens qui ont de l'amour-propre acceptent d'entrer dans les desseins de leurs ennemis et il veut bien être son adversaire pourvu qu'il soit. Eh bien, c'est exactement Hollande. Il est content de lui. Il est content de lui, il a accepté, il croit encore à sa victoire, il a accepté de passer des heures et des mois
avec des journalistes. Pardonnez-moi, moi-même j'ai été journaliste. Vous savez bien qu'on ne peut pas avoir confiance dans les journalistes. Jamais. Vous savez, je suis lié avec Gisbert. Ah. Je disais à Gisbert, tu as écrit un livre sur Chirac, pas formidable, pas plutôt désagréable, un sur Mitterrand, que tu adorais, plutôt désagréable, un sur Sarkozy, très désagréable. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il ne faut pas être ami avec un journaliste. Et il avait bien raison. Et il avait raison. Même il si avait raison. c'était triste. Et donc, Hollande s'est confié avec une naïveté consternante à ces journalistes. Une photo encore, Jean d'Ormesson, c'est vous êtes tout jeune, on la regarde, mais d'abord le jeu des générations. Encore une photo sur le jeu des générations, on a évoqué Jacques Chirac, j'aimerais évoquer Simone Veil. C'est parmi les moments les plus touchants de votre vie, c'est le moment où vous l'accueillez à l'Académie française avec un discours superbe, et tout ce que représente Simone Veil dans l'histoire, qu'est-ce que ça représente pour vous? Écoutez, ça représente beaucoup. Franchement, je ne suis pas féministe. Ni les droits de l'homme, ni le féminisme, ni le progressisme sont mon affaire. Mais il y a peu de gens qui ont fait autant pour les femmes que moi. Avoir fait entrer Yourcenar dans une académie qui n'en voulait à aucun prix, eh bien, c'était quand même un tour de force. Et Simone Veil, la Simone mémoire Veil. d'Auschwitz, un parcours. Et Simone Veil, c'est quelqu'un que j'admire éperdument, et j'étais très fier de l'accueillir au fauteuil de Racine. Au fauteuil de Racine, c'est quand même magnifique. Et en plus, la vie de Simone Veil, qui est la hauteur est là, mais on ne peut pas dire que ce soit une vie où on se tord de rire. Et bien, j'ai réussi à parler de la gravité des choses et en même temps de faire rire un peu le public, et je crois Simone Veil elle-même. Une photo de vous, enfant, Jean d'Ormesson, voilà, quand vous la regardez, sentiment, souvenir. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Je dois avoir... Vous savez, vous voulez que je vous dise? Là, je suis très supportable. Je dois avoir quoi? 8 ans, 9 ans? Qu'est-ce que vous diriez? Oh oui, je pense, 8-9 ans. Vous avez l'air très la vie est sûr de vous. Là, je suis très supportable. Ouais. Là où je suis insupportable, c'est entre 20 et 35 ans. Là, je suis vraiment insupportable. Là, c'est un petit garçon. Le monde n'est fait que d'enfants. Votre mort, Jean d'Ormesson, le plus tard possible. Vous avez un regard assez cru sur les choses pour savoir, ce sera une agitation extraordinaire. On voudra vous faire des obsèques nationales. Mais quel dommage de ne pas assister à ça. Et ce serait tellement bien. J'aurais fait un discours si bien. Vous pourriez l'écrire. Non, on ne s'occupe de rien, on ne s'occupe pas de tout ça. Le président de la République en exercice voudra faire votre éloge, il le pourra, dans tous les cas? Je ne sais pas. Vous savez, qu'est-ce qui compte pour un écrivain? C'est d'être lu. C'est d'être lu. Après. Je suis très content d'être lu. Je ne vous dirai pas que je ne consulte pas la liste des best-sellers, mais ça m'est complètement égal. Ceux qui vous promettent le Panthéon? Ça m'est complètement égal. Ce que je souhaite, c'est que dans 30 ans après ma mort, il y ait encore 300 jeunes gens pour lire mes livres. Et si j'ai 300 000 lecteurs aujourd'hui, je donnerais volontiers ces 300 000 lecteurs en échange de 300 lecteurs dans 50 ans. Sur la mort, vous avez écrit beaucoup de belles choses sous votre plume ou sous la plume d'auteurs que vous avez cités. Toulet, c'est pas le plus connu des auteurs, hein. C'est dans le Et toi, mon cœur, pourquoi battu, hein. Vous citez Toulet. Ce n'est pas drôle de mourir et d'aimer tant de choses. La nuit bleue et les matins roses, les fruits lents à mûrir. C'est merveilleux. C'est un auteur merveilleux. Vous souvient-il de l'auberge et combien j'y fus galant? Vous étiez en piqué blanc, on lui dit la Sainte Vierge. Un cheminot navarrais vous joua de la guitare. Ah, que j'aimais la Navarre et l'amour et le vin frais. C'est pas merveilleux? Merci Jean d'Ormesson. Merci à vous. Et on vous lira Le Guide des égarés chez Gallimard. Merci beaucoup.
Pardonnez-moi avec le matin dimanche.